nous étions en train d'évoquer la Centrafrique avec cet accord de paix signé à Bangui. Marc Abouflan, vous disiez qu'on avait redouté un moment que les rebelles allaient se rétracter. Oui, bien évidemment. La crainte, c'était qu'à la dernière minute, un certain nombre de rebelles se rétractent. Heureusement, ce n'est pas le cas. On a vu que cet accord a été paraphé. Maintenant, tout va dépendre de la bonne foi de tous les acteurs, et à commencer par le président Faustin Archange Touadéra dans la mise en œuvre de cet accord. Parce que, on rappelle encore une fois, une chose est de signer l'accord, une autre est sa mise en application. On a vu, il y a des éléments quand même assez forts comme l'intégration d'un certain nombre de factions rebelles au sein de l'armée régulière. C'est des choses qui, quand ils ne sont pas conduits avec tact, amènent très rapidement les premiers couacs et puis peut amener un certain nombre de partis à se dégager de l'accord. Et donc, tout va dépendre du tact avec lequel les Centrafricains vont œuvrer pour mettre en œuvre cet accord. Mais est-ce qu'on a tenu compte, Sylvestre, des moyens financiers? La Centrafrique est un État économiquement exsangue, intégrer par exemple d'autres personnes dans l'armée et ouvrir le gouvernement pour qu'il y ait des entrées, tout ça va nécessiter des moyens supplémentaires. Oui, je crois forcément, mais avant quand même de répondre à ta question, je vais quand même préciser tout à l'heure mon pensée. En fait, je ne dis pas de mater les rebelles pour les mater, mais j'avais quand même proposé un certain nombre de plans. Il faut un DDR. Si les gens veulent continuer le métier des armes, il soit quand même reversé au niveau donc, des forces républicaines. Mais ceux qui veulent peut-être le faire qu'à leur tête, donc il faut les mater. Vous savez, tout à l'heure, j'ai écouté mon confrère Marc qui disait que, en fait, dans leur plateforme revendicative, il y a un certain nombre il légitime le fait que il demande donc la redistribution des richesses nationales. Je crois que il suffit quand même d'accepter cela, ça fera longtemps que nous aurons pris peut-être des armes au Togo. Parce que s'il faut peut-être dire que parce que nous voulons quand même une répartition des richesses nationales et prendre des armes, donc ça fait longtemps qu'on aurait pris des armes au Togo. Donc s'ils veulent le faire, ils n'ont qu'à créer un parti politique digne de ce nom. Voyez-vous, ils n'ont qu'à créer un parti politique de ce nom et accéder au pouvoir. Et là, essayer donc de faire peut-être leur répartition des richesses nationales. Mais accepter le fait que c'est parce qu'ils demandent qu'il faut une répartition des richesses nationales, ils ont pris les armes. Moi, je m'inscris à faux. Si c'est la logique, et là, je soutiens qu'on puisse quand même les mater, parce que c'est pas la logique. Donc, et tout à l'heure, vous évoquez la question donc, des moyens. Je crois véritablement qu'on peut aider ce pays-là à se relever. Si réellement, je reviens encore sur les puissances étrangères, les puissances occidentales, si on veut réellement aider donc peut-être la Centrafrique à sortir de cette crise, on peut le faire. Mais les gens ont tendance donc à profiter de la crise. Et là, l'exemple est là partout. Nous avons quand même tellement d'exemples sur le continent africain. Cette crise, j'avais même dit, vous devez vous rappeler que sur le même plateau, j'avais dit que la Centrafrique n'a pas besoin d'élections à l'époque où on s'activait à ce qu'on ait un gouvernement légitime ou autre, parce que la dame qui était là, on devait quand même prendre peut-être cela comme une forme de transition politique peut-être de 2 ou de 3 ans. Et là, c'est au cours donc de cette transition-là que ces rebelles, autres, on aura quand même à discuter avec ces groupes rebelles. Maintenant, on s'est précipité pour avoir un gouvernement, mais ce gouvernement est quasiment inexistant. Aujourd'hui, Touadéra ne peut pas me dire qu'il est président. Qu'est-ce qu'il a fait? Bientôt, en quelques mois, il va finir son mandat, mais qu'est-ce qu'il a réellement fait? Voyez-vous, donc, aujourd'hui, on s'est précipité. C'est cela. J'accuse souvent les Occidentaux. Vous savez, lorsqu'il y a des problèmes donc, au pays, donc, non, vous savez, lorsqu'il y a des problèmes en Afrique, on dit non, il faut aller aux élections, En sachant pertinemment que les élections ne sont pas quand même la panacée pour régler la crise dans les pays africains. Et ça se voit. Aller aux élections, mais finalement, ça n'a rien donné. Au Togo, on nous a toujours demandé d'aller aux élections, mais le problème demeure. Donc voilà, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait quand même... Non, c'est pourquoi... C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, il faudrait quand même que ceux qui nous font croire qu'ils veulent aider peut-être la Centrafrique, il faudrait véritablement
qu'on voit les fruits. Oui. Qu'on voit les fruits. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un pays qui est pillé, c'est tout. D'accord. Marc, vous ne partagez pas ce parallèle? Non, je ne partage pas. D'abord, ce parallèle dangereux entre la situation en Centrafrique et la situation au Togo, c'est deux situations différentes. On a tous vu l'histoire de la Centrafrique par rapport à l'histoire du Togo. Et donc, ce ne sont pas les mêmes contextes pour parler. La circulation facile des armes légères qu'il y a en Centrafrique, j'estime que ce n'est pas le même cas au Togo. C'est parce qu'il y a crise. Et personne ne contrôle plus rien. Qu'on n'ait pas cette même circulation, parce que les pays comme la Centrafrique, en tout cas, ce ne sont pas des choses à souhaiter pour un pays comme le Togo. Première chose. Et puis, la seconde, c'est cette propension à chaque fois à accuser l'occidental d'être, en tout cas, celui qui s'ingère dans la crise, celui qui crée la crise, celui qui... Vous savez, de toutes les façons, chaque pays cherche ses intérêts. Et nous savons tous que les crises ont toujours été, depuis la nuit des temps, lucratives pour un certain nombre de pays. Si le Togo même avait les moyens de profiter de la crise en Centrafrique, le Togo aurait pu déployer ce qu'il fallait déployer pour que cette crise centrafricaine lui soit lucrative. Il faut à un moment donné que nous, Africains, on s'assume. Les Centrafricains ont décidé de prendre les armes, même si ce sont des personnes qui leur ont fourni les armes. Ce sont les Centrafricains qui ont décidé de prendre les armes et d'appuyer sur la gâchette contre leurs frères centrafricains. Mais ceux qui ont également leur fourni les armes. Il faudrait qu'on s'assume. Les vendeurs d'armes, leur rôle, c'est d'arriver à trouver des foyers de tension, d'attiser cette foyer de tension pour que ça devienne des guerres, pour qu'eux puissent vendre leurs armes. Maintenant, si nous-mêmes, nous prêtons le flanc pour dire après que ce sont les Occidentaux qui font ci, c'est trop facile cette accusation. C'est aujourd'hui, hein, vous savez, c'est la mode. On parle du franc CFA, on accuse les Occidentaux de nous imposer une monnaie. On parle de la crise en Centrafrique, on accuse les Occidentaux d'attiser la crise. C'est trop facile. Tant qu'on ne prendra pas notre responsabilité d'Africains, tant qu'on ne va pas assumer nos faits ou gestes face à l'histoire, je pense que nous allons rester dans cette forme de pseudo-dépendance, parce que moi j'estime que c'est une pseudo-dépendance. Tant que nous serons prêts, nous-mêmes, à prendre les rênes de notre destinée, je pense que nous le prendrons. Mais tant que nous ne serons pas prêts, nous allons nous laisser gouverner par ceux qui peuvent le faire, et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de nos pays. Germain. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Marc. Je crois qu'il faut que l'Africain, en tout cas la génération actuelle ou celle qui va venir, prenne ses responsabilités. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de l'Occident, mais nous sommes capables de beaucoup de choses. On ne peut pas dire que la Centrafrique ne peut pas se relever. Nous sommes en train de dire que c'est un pays qui est riche. Donc, s'il y a la paix, s'il y a un gouvernement qui gère les quelques ressources qu'il y a... Mais est-ce que la paix est bonne pour les affaires? La paix est bonne pour les affaires parce que globalement, généralement, l'argent n'aime pas le bruit. Maintenant, la paix n'est pas bonne. La guerre est bonne pour les affaires d'une catégorie d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs. Qu'il faut dénoncer. Non, il ne faut pas les dénoncer. Ceux qui vendent les armes, par exemple. Ceux qui vendent les armes, par exemple, on en a besoin. Donc, ils les vendent. Maintenant, ils ne créent pas forcément les guerres. Ils souhaitent la guerre. Ils ne font rien pour que la guerre s'arrête. Mais ils ne créent pas la guerre. On est en train de dire que c'est parce que les gens estimaient que la répartition était inégale qu'ils ont pris des armes. Mais ce n'est pas ceux qui fabriquent les armes qui ont créé cette situation. Mais ils en ont profité. Et puis, même le petit couteau qu'on utilise à la cuisine, ça peut permettre d'égorger quelqu'un. Les gens ont tué des gens avec des couteaux. Est-ce qu'il faut dire, il ne faut plus vendre les couteaux? Le couteau, c'est l'homme qui choisit d'utiliser l'arme. Cette même arme sert à protéger les populations, mais elle sert aussi à tuer ces mêmes populations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle du CFA, avant qu'on en parlé, on parle même de la CPI. Mais c'est nous qui acceptons. L'Union africaine avait dit elle va sortir de la CPI. Pourquoi elle l'a pas fait? Mais les États-Unis ne sont pas partie prenante de cette CPI. Et quand nous voyons les Africains qui sont jugés, au moins en Centrafrique, on en parlait à un moment d'une cour spéciale pour juger. Ça, au moins, c'était une bonne idée. Pour une fois, l'Afrique veut juger. C'est criminel. En Afrique, c'est bon. Mais quand moi, je vois nos leaders à la CPI avec des juges, pour la plupart des Blancs, qui posent des questions à nos leaders, je me dis, mais
Pourquoi on ne peut pas les juger sur nous? On peut les juger sur nous. On peut le faire. Si on ne veut pas prendre nos responsabilités, les autres décideront pour nous. Et ça va toujours se faire. Donc, pour revenir à la Centrafrique, moi je pense que cet accord a besoin d'être parrainé, il a besoin de soutien. C'est un pays qui ne tient pas, qui n'existe pas. En réalité, c'est un État qui n'existe pas. Le pays existe, mais l'État n'existe pas. Et il a besoin de soutien. Déjà, la première question, elle est sécuritaire. Et si cet accord la permet donc d'instaurer la sécurité, c'est déjà un pas en avant. Après, pour développer le pays, il y a des conférences qu'on organise pour faire un appel à des bailleurs de fonds qui ne viennent pas donner de l'argent au pays, mais qui viennent investir pour récolter aussi des bénéfices. Donc, il faut présenter les opportunités qu'il y a en Centrafrique. Il faut convaincre ceux-là éventuellement qui peuvent venir tout en investissant, développer le pays, créer la richesse, créer les emplois, mais en même temps font des bénéfices. Et je pense que c'est faisable si la paix revient dans ce pays et si les autorités centrafricaines donc s'y prennent bien. Nous passons maintenant au Sénégal. L'ex-président Abdoulaye Wade est rentré jeudi au pays où il a réitéré son appel à empêcher l'élection présidentielle du 24 février prochain, élection verrouillée selon lui pour assurer la reconduction de son successeur Macky Sall malgré le peu d'écho qu'il a rencontré jusqu'à présent. Le cortège de l'ancien président qui réside en France, arrivé en jet privé après 2 ans d'absence, a mis près de 5 heures pour atteindre la permanence de son parti dans la soirée, après un trajet jalonné d'étapes en banlieue, acclamé à chaque fois par la foule de ses partisans. Au cours d'une harangue de plus d'1 heure en langue nationale wolof au siège de sa formation, Wade, vêtu d'un boubou bleu et d'un châle blanc coiffé d'une chèche rouge, a exhorté les 4 candidats en lice face à Macky Sall à boycotter le scrutin. Je le cite: « Je voudrais que les 4 candidats face à Macky Sall sachent qu'il s'est déjà proclamé vainqueur. Macky Sall a déjà son pourcentage, 55 ou 65%. Le sachant, ne vous ridiculisez pas en participant à cette élection. » Sylvestre, est-ce que vous pensez que Maître Abdoulaye Wade est rattrapé par l'âge? 92 ans. Non, je crois que le vieux est presque dans son rôle, parce qu'aujourd'hui, il est devenu presque opposant donc, de son ancien Premier ministre. Mais je me dis que quelque part, je ne partage pas le fait que Wade utilise souvent le jeu. Je ne veux voir personne avec les cartes. Prenez les cartes de vos parents, brûlez-les, ne venez plus me voir. Je ne veux pas. Le jeu, là, c'est pourquoi je me dis que quelque part, le vieux est aigri. Je voulais faire une précision par rapport au jeu. C'est peut-être un problème dans la transcription du Wolof vers le français. Ce jeu-là peut traduire aussi bien le nous que le jeu. Bon, mais maintenant, que ce soit peut-être le nous ou le jeu, moi, je veux dire, le nous aussi est possessif. Il faudrait également le savoir que le nous aussi est possessif. Maintenant, je crois que Wade est aigri. Il est aigri tout simplement parce que son fils Karim a tellement donc, de problèmes avec le gouvernement donc, de Macky Sall. Et là, je faisais partie quand même des premiers qui ont salué le fait que Macky Sall a voulu savoir où est-ce que ce jeune-là a trouvé tant donc est devenu pratiquement Crésus au cours donc du mandat de son papa. Mais c'est au niveau donc de la procédure judiciaire que je ne partage pas, parce que le fait que il y a tellement de quoi au niveau de la procédure et on comprend qu'en fait c'est pour éliminer un challenger ou quelqu'un qui devenait peut-être gênant parce qu'on veut faire peut-être un 2e mandat. Il faut également caser. Gênant, c'est peut-être aussi un peu dit parce que Karim Wade, il faut le rappeler, n'a pas de mandat électif. Il s'est présenté aux législatives, il a été battu même dans son propre centre de vote. Oui, mais au-delà même de la personne de Karim Wade, il y a également le maire de Dakar qui a été également... voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit bien, on voit qu'aujourd'hui, Macky Sall est dans une poursuite de faire coûte que coûte un 2e mandat et tous les challengers qui peuvent quand même essayer donc d'être un obstacle pour qu'ils puissent faire ce 2e mandat. Là, il faut les caser. C'est tout. Et maintenant, le vieux est furieux parce que devant, il y a personne. Maintenant, lorsqu'il nous dit que Macky Sall aura peut-être 55 ou 65% donc des suffrages et qu'il ne faudrait pas aller se faire ridiculiser,
Je crois que c'est également un choix. En démocratie, on peut choisir également de boycotter les élections, mais il ne faudrait pas que cela se fasse dans la violence. Maintenant, quand il dit que nous allons empêcher les élections, c'est là où nous allons véritablement expérimenter. Ça ressemble à quelque chose. Oui, justement. Et cela va tellement créer des violences parce que depuis quelques années, on salue le Sénégal comme peut-être un lieu de démocratie, bon, peut-être un apparat de démocratie si vous voulez bien, mais la manière dont les choses se précisent, on risque quand même de retourner dans des violences et franchement, cela ne n'a pas l'Afrique. Marc, est-ce que Maître Abdoulaye Wade est la personne indiquée pour ce combat-là? Parce que lui-même, démocratiquement parlant, il n'est pas blanc. Il a tout fait pour avoir un troisième mandat. C'est la bonne question à se poser aujourd'hui. C'est la bonne question à se poser, d'autant plus que dans son parti, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu prendre la relève, mais il a voulu coûte que coûte imposer un certain Karim Wade. Vous savez, Maître Wade, pour ceux qui connaissent un peu l'environnement du Sénégal, on a vu comment il a fait pour obtenir un second mandat. Et à mon avis, il a été à la même école que Macky Sall, sinon c'est lui qui a été le maître de Macky Sall. C'est lui, Macky Sall a évolué dans son environnement. Et on a vu que depuis que Macky a choisi de se détacher de la gouvernance Wade, Macky a réussi quand même quelque chose d'inédit au Sénégal. C'est de former une coalition avec toute l'opposition, mais une coalition qu'il a suivie tout au long de son mandat. Et c'est ça aussi qui est inédit. Vous savez, s'il y avait au sein de la coalition de Macky Sall, des personnalités qui se sont détachées, même si un certain Khalifa Sall s'est détaché, on a vu que le parti de Khalifa Sall est resté au sein de la coalition. C'est dire que, quoi qu'on dise, Macky Sall a véritablement le terrain balisé pour cette élection. Parce que les principaux poids lourds, et vous savez, Karim ne vaut rien dans la politique. Khalifa Sall, peut-être à Dakar, il a un certain poids, mais quand vous prenez le Sénégal dans tout son ensemble, je doute que Khalifa Sall arrive même à mobiliser 10% de l'électorat sénégalais. C'est dire que leurs affaires judiciaires sont la résultante en fait du fait que Macky Sall ne veut pas les voir dans une élection présidentielle. Je dis que c'est un faux problème parce que quand vous allez au fond de ces dossiers judiciaires-là, c'est vrai que Karim Wade, sous son père, a fait des choses non orthodoxes. C'est vrai aussi que Khalifa Sall... Donc, qu'est-ce que vous faites dire cela? D'autant plus que la son père, il était super ministre. Non, je l'ai dit qu'il est devenu que mais là, je doute de la procédure. Je l'ai dit, je doute de la procédure judiciaire. Comment est-ce qu'on explique maintenant, si lui, il quelqu'un de affirme 40 ans qui ne travaillait pas véritablement dans une entreprise ou n'était pas un investisseur, comment est-ce qu'on peut justifier qu'il devienne... Je risque de faire encore un rapprochement avec le Togo que tu trouveras dangereux. Non, je veux rester dans le cas du Sénégal. Quand viendra le moment de parler du Togo, nous allons parler du Togo. Mais comment expliquer ça? Ça voudrait dire que même Karim Wade, vous le disiez tout à l'heure, il a été même dans son centre de vote, pas dans son quartier, dans le centre de vote où Karim Wade a voté, il a été battu. Khalifa Sall, c'est vrai qu'à Dakar, il a une certaine popularité, mais les détournements de fonds dont on parle à la mairie de Dakar sont réels. Il y a plusieurs projets qui devaient être engagés par cette mairie de Dakar. Les fonds ont disparu. Donc, c'est dire que il ne faut pas se cacher derrière le politique. Il ne faut pas se cacher derrière le politique pour faire des choses qui ne sont pas orthodoxes, pour faire des choses qui sont concernées par le pénal, et puis se cacher derrière le fait qu'on est un probable candidat à une élection pour dire que c'est pour ça qu'on le poursuit. Pour revenir au cas du Togo, un certain Alberto a tenté ça déjà à Lomé, et on a vu. Mais c'est pour dire, pour le cas sénégalais, que Wade n'a véritablement aucune leçon de démocratie à donner à tous ceux qui sont dans le Sénégal actuel. Le boycott, c'est quelque chose qui arrive en démocratie et c'est un choix qu'il faut assumer. Mais il est tombé bien bas pour quelqu'un à qui les Sénégalais ont confié leur destinée pour 2 ans, dire qu'on ne veut pas avoir de carte d'électeur, qu'on ne veut que déchirer les cartes d'électeur. C'est des propos, à mon avis, qu'un ancien président ne tient pas. Parce que quoi qu'on dise, il reste une référence pour la majorité de la population du Sénégal. Il reste quelqu'un qu'on peut consulter sur les crises importantes. Et donc, il se met à mal par rapport à la situation. C'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Macky Sall, mais Abdoulaye Wade n'est pas véritablement la personne indiquée pour. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez curieux, c'est que Abdoulaye Wade, je l'ai dit, a 92 ans, et que c'est lui qui doit faire le combat de son fils aujourd'hui.
Oui, il peut faire le combat de son fils, puisque son fils... parce que sur le sujet, on entend à peine Karim Wade. Il a interdit... Qui, je le rappelle, n'arrive même pas à s'exprimer en Wolof. Au Sénégal, ne pas s'exprimer en Wolof, c'est un crime de lèse-majesté. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Macky Sall est vite passé, parce que, ayant été Premier ministre de Wade, beaucoup attendaient qu'il soit positionné comme dauphin. Il est tombé en disgrâce. Abdoulaye Wade a préféré faire la promotion de son fils, à qui il a donné tous les moyens de l'État, donc pour le rendre populaire. Mais il y a ce côté métis-là, ce côté non sénégalais, intégré, qui a fait que ça ne pouvait pas passer. Et il a tenté un troisième mandat qui lui a valu une débâcle, donc en 2012. Mais il se bat pour son fils parce que son fils est condamné. Et ce n'est pas évident, même s'il a bénéficié d'une grâce présidentielle, que s'il revient, il ne peut pas avoir quelques soucis encore dans le pays. Et moi, j'analyse autrement la sortie d'Abdoulaye Wade. Quand il revient et dit de boycotter le scrutin, en réalité, il rend service à Macky Sall. Parce que tout le monde sait que Macky Sall a eu un bilan élogieux qui peut permettre sa réélection. Tout le monde sait que Macky Sall a une machine électorale très redoutable derrière lui, avec la coalition des partis politiques dont parlait Marc tout à l'heure, et avec le soutien donc, des pays amis. On a vu même le président gambien, le président ivoirien et autres qui étaient à sa cérémonie d'investiture en tant que candidat. Donc tout le monde sait qu'il va gagner. Alors, quand Wade annonce qu'il arrive, ce que l'opposition attend, c'est qu'il donne un mot d'ordre, que son parti soutienne l'un des 4 candidats. Et le mieux placé, c'est Idrissa Seck. Alors qu'il ne veut pas le faire. S'il le fait, on ne sait jamais. On peut déjà, selon le pronostic, dire que Macky Sall est parti pour gagner, mais ce n'est pas évident. Parce qu'avec la loi sur le parrainage, il y a eu la C25, notre C14 plus 11. Donc, il y a les partis politiques qui n'ont pas réussi à avoir le parrainage nécessaire pour être candidats, qui se sont réunis, qui ont formé la C25, qui soutiennent aujourd'hui Idrissa Seck. Alors, ce que l'opposition attendait globalement, c'est que Abdoulaye Wade arrive et qu'il appelle donc le Parti démocratique sénégalais donc, à voter pour Idrissa Seck, qui aussi a été son ancien Premier ministre et avec qui il a longtemps collaboré. Mais il sait que Macky Sall est bien parti pour gagner. Et il sait que si Macky Sall gagne, il a déjà promis qu'il pourrait faciliter le retour de Karim Wade. Et s'il s'amuse à soutenir Idrissa Seck et Karim Wade et Macky Sall remporte l'élection, la situation de son fils va se compliquer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux gens de boycotter. Donc, en boycottant ces électeurs qui, logiquement, ne devraient pas voter pour Macky Sall, beaucoup n'iront pas voter, même si certains ne vont pas respecter sa consigne et vont voter pour un candidat de l'opposition. Il y a certains qui n'iront pas voter parce qu'il faut le rappeler encore une fois, il reste quand même un monument de la politique là-bas. Et il a encore des fervents partisans qui sont encore prêts à suivre le mot d'ordre. Donc, ce qu'il fera, c'est qu'il y aura beaucoup d'abstention qui auraient pu être favorables à l'opposition et qui permettront donc à Macky Sall de gagner facilement. Donc, il ne rend pas service à l'opposition. Et c'est sur ce terrain que l'opposition l'attendait quand il a annoncé son retour. On ne l'attendait pas pour qu'il vienne dire qu'il empêche l'élection ou pour qu'il vienne prôner le boycott. Mais on pensait qu'il allait donner des consignes de vote. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais là encore, je crois qu'il se bat pour son fils. Il a fait un calcul assez intelligent. Là où il dit la vérité, c'est que Macky Sall sortira entre 55 et 65%. Ça, c'est évident. Il le sait bien. Même sans fraude, il le sait bien. Et donc, il vaut mieux... Au premier tour. Il vaut mieux... Non, il parle de fraude aussi. Non, oui, il fait semblant. Il le sait. Si Macky Sall était seul... Parce que, comme tu le dis, Macky Sall a déjà promis que si jamais il est réélu, il allait libérer Khalifa Sall. Il le sait. Donc, tout ça, c'est un jeu politique. Il sait bien que Macky Sall gagnera,
Il sait aussi que l'opposition compte sur ses consignes de vote pour espérer. Et surtout, il sait que c'est le Bousculer dernier un peu Macky Sall. Donc, il a fait son calcul, il démobilise les électeurs. Je crois que tout cela, ce sont quand même des préjugés. Hein. Non, ce n'est pas des préjugés. Vous forcez à lire dans la boule de cristal. Même moi, ce que je dis, c'est que le fait même de demander quand même aux Sénégalais de boycotter le scrutin ne rend pas forcément service à Macky Sall parce que il peut être gagnant. Toi qui aimes l'exemple du Togo, je te donne l'exemple du CAR en 2015. Non, je vais te dire ceci. Le CAR, oui, il peut être gagnant du scrutin, mais peut-être avec un faible pourcentage. Et là, ça, le taux de participation. Non. Pourquoi vous généralisez? Nous sommes dans un cas typique sénégalais. Je te donne l'exemple du Togo. Compte de cela. Comme tu aimes l'exemple du Togo en 2015, Yavia Gouéba dit il ne va pas à l'élection, il appelle au boycott. Il savait que ses partisans, certains, pourraient voter pour l'opposition puisqu'il n'est pas candidat. Mais il a dit aux gens de ne pas aller voter. À la fin, il s'est vanté d'avoir eu pratiquement 30 et quelques % de boycott qu'il assimilait à ses partisans, faussement peut-être, mais il a fragilisé l'opposition en appelant. Mais si, puisque dans ce genre de situation, quand vous n'êtes pas pour Macky Sall, logiquement, vous êtes pour l'opposition. Et ce que je te dis est vrai. Je ne suis pas en train d'imaginer. Demande la C25 au Sénégal, n'attend pas ce que Wade est en train de dire. Il conteste d'ailleurs le fait qu'il vienne dire aux gens de boycotter. Là où on l'attendait, c'est qu'il vienne donner des consignes de vote ferme, mais il a fait ses calculs. Il sait bien que Macky Sall passera. Et il n'a pas envie de se mettre Macky Sall à dos. On va à la pause et on revient après. Le journal continue.